Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Dina Scherer, connectée depuis la France et plus précisément de Paris. Dina va nous présenter Coaching narratif, réparer les histoires. Bonsoir Dina. Bonsoir, bonsoir Yotis, bonsoir Nefissa et bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Alors Dina, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, écoutez, ça peut aller, même si je ne vois personne. C'est très étonnant, hein. Mais je sais que vous êtes là, donc tout va bien. Je vais bien. Et ils sont très très nombreux d'ailleurs, impatients que cela commence. Alors Dina, depuis que tu as embarqué dans cette aventure Synergie, comment décrirais-tu ce voyage, cette expérience? Quelles images, quelles métaphores viennent pour en raconter l'essence, les étapes ou peut-être les imprévus? Eh bien, je dirais du compagnonnage. Parce que ça fait un petit moment, Yotis, que d'abord, c'est Cécile Garage, je crois, que je remercie, qui est peut-être aussi un petit peu à l'origine au départ, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai été mise en contact avec toi, tu m'as pas lâché, hein, parce que tu m'as pas lâché. On s'est vu, je n'ose pas dire aux personnes combien de fois, pour que tout soit parfait, en fait, enfin parfait par rapport à la technique, par rapport, enfin, ça a été. Là, on voit que tu es un accompagnant formidable. Moi, j'ai pas l'habitude d'être accompagnée, j'ai l'habitude d'accompagner les gens. Et là, j'ai été accompagnée pas à pas et c'était juste formidable. Merci beaucoup à toi pour cela. Donc, du Merci coup, je me Dina. sens en sécurité, tu vois, je suis là. Et puis, je suis pas toute seule, hein, vous êtes là, vous êtes tous là, donc tout va bien. Alors, Dina, au-delà des expressions savoureuses que j'ai découvertes avec toi, comme ce délicieux à tire-larigot, j'ai aussi entendu dire que tu aimais cuisiner. Alors, C'est vrai. si tu devais nous raconter un plat, celui que tu aimes préparer ou partager, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors là, je peux te le dire sans hésiter, je peux vous le dire sans hésiter, c'est le couscous. Alors, parce que c'est un plat identitaire pour moi, voilà, et puis parce qu'il paraît, mais je veux pas me vanter, hein, il paraît que je fais le meilleur couscous du 95. Je dis pas de France, hein, mais de ma, du, de mon département, voilà. Et donc j'adore. Et puis le couscous, c'est bien plus qu'un plat, c'est rassemblé, c'est identitaire, c'est rendre hommage à mes origines. Enfin voilà. Ok, intéressant. On va goûter ça un jour. Alors, Dina Scherer, coach professionnel, praticienne narrative, enseignante universitaire, formatrice, auteure. Dina, on peut le dire, tu es de celles qui transforment leur histoire en source d'inspiration pour les autres. Autodidacte dans l'âme, tu entres dans la vie active à seulement 17 ans, sans diplôme en poche, mais animé par une force de vie, une curiosité, une rigueur et une volonté peu commune. Très vite, tu te ferais un chemin dans le monde exigeant de la communication. Tu gravis une à une les marches d'un univers que tu décodes avec finesse jusqu'à devenir directrice du développement et de la communication dans le plus grand groupe publicitaire mondial. Pendant près de 20 ans, tu vis ce métier intensément avec passion et exigence. Mais un jour, à 45 ans, un tournant s'impose. Tu choisis de revenir sur les bancs de l'université, une décision audacieuse nourrie par un besoin de redonner du sens à ta trajectoire. Tu entames alors un diplôme universitaire en ressources humaines et coaching à Paris 8. Ce que tu amorces là, ce n'est pas un changement de métier, c'est une véritable reconquête de ton histoire. Et comme tu le dis souvent, tu as passé ta vie à réparer les histoires. Celles qui disaient que sans diplôme, on ne pouvait pas réussir, celles qui limitaient l'élan de vie en devenant coach. Tu as fait de ton parcours une ressource vivante à partager pour permettre à d'autres de réécrire leur narration avec dignité et confiance. Et ce qui t'aide à avancer dans le métier de coach, c'est ta conviction profonde. Je te cite, que le monde appartient à tout le monde et que si tout se passe bien, chaque individu doit pouvoir y trouver sa place. Formé aux pratiques narratives, à l'approche systémique et à l'hypnose ericksonienne, tu as développé une approche subtile et profondément humaine, attentive aux récits, au silence, aux ressources oubliées. Tu accompagnes les cadres en quête de sens, les femmes en transition, les jeunes en décrochage. Tu les aides à redevenir eux aussi auteurs et autrices de leur vie.
Aujourd'hui, tu formes à ton tour à HEC, à Paris 8, à l'Université catholique de l'Ouest, chez Idealis ou encore dans des ateliers que tu animes partout en France. Tu transmets les outils puissants de l'arbre de vie, du voyage de vie et bien plus encore. Tu guides avec bienveillance et exigence les futurs praticiens narratifs en incarnant cette phrase qui te tient à cœur. Le monde appartient à tout le monde. Et aujourd'hui encore, tu continues à incarner avec sincérité et humilité l'art de révéler les forces là où les récits semblaient figés. Et c'est sans doute cela ton plus beau métier, faire émerger des histoires qui soignent, qui relient et redonner à chacun la liberté de dire je et d'oser reprendre la plume de leur vie. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages tels que chez Interédition Duno, voici le voyage de vie, une méthode narrative pour soutenir les transitions de vie, accompagné avec l'arbre de vie que voici, une pratique narrative pour restaurer l'estime de soi et également réparer les histoires sur les rivages de l'approche narrative. Donc tout ça chez Interédition Duno. Et on peut également citer Mon arbre de vie, dessiner les moments importants de sa vie, La magie de la bienveillance, Échec scolaire, une autre histoire possible, le coaching au service des jeunes en difficulté. Autant de livres qui, comme toi, réparent, relient et réenchantent les possibles. Alors Dina, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Écoute, déjà, merci Yotis, parce que c'est joliment, enfin, c'est très impressionnant de s'entendre, de revisiter sa vie à travers ta narration, en fait. Et c'est très dignifiant. Donc, merci beaucoup. Bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter, enfin, je vois pas grand-chose à rajouter, mais j'ai envie de rajouter que je suis heureuse et fière d'appartenir à une lignée de femmes. J'ai moi-même 3 filles, 3 jeunes femmes merveilleuses qui prennent soin des gens. Et mon arrière-grand-mère était guérisseuse en fait. Je sais que c'est très spécial, mais je l'ai pas connue, bien sûr, c'était mon arrière-grand-mère. Mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle et je crois que quelque part dans ma manière d'accompagner, et je suis pas la seule dans ma famille, on rend hommage à cette arrière-grand-mère en fait. Mais je le fais sans être guérisseuse, hein, je le fais. Je me suis un peu formée quand même. Alors, Dina, tu vas nous présenter Coaching narratif, réparer les histoires. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Alors, réparer les histoires, c'est la porte d'entrée pour moi quand je suis devenue accompagnante, comme tu l'as dit, à 45 ans. J'ai été formée à Paris 8, donc j'étais formée de manière, enfin, généraliste, hein. On nous parlait de plein de pratiques. Et un jour, j'ai rencontré les pratiques narratives. Et ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie d'aller plus loin dans les pratiques narratives, c'est un concept qui dit que la personne n'est jamais le problème, en fait. La personne, c'est la personne. Le problème, c'est le problème. La personne n'est jamais le problème. Et ça a été une révélation pour moi, en fait, parce que, voilà, je trouvais ce concept formidable. Et surtout, c'est bien beau, c'est joliment dit comme ça, mais c'est appuyé sur des concepts, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, ben voilà, de découvrir que les gens ne sont pas des problèmes, que tout est relationnel. On a éventuellement une relation avec une histoire problématique, mais on n'est pas le problème, comme on a une relation avec toutes nos histoires, en fait. Tout est relationnel. Et c'était juste, voilà, une révélation. Et puis depuis, voilà, comme la personne n'est pas le problème, elle n'est pas malade. Comme elle n'est pas malade, on soigne pas les gens, donc on soigne plutôt leurs histoires. C'est les histoires qui sont malades. Voilà, d'où le réparer les histoires, en fait. Un grand merci, Dina. Alors moi, je t'invite à commencer ta présentation et je m'éclipse pendant ce temps et reste connecté vocalement comme d'habitude. Tu n'es pas très loin, n'est-ce pas? Je suis toujours là. Ça marche. Bon, bah écoutez, je suis ravie de partager une partie de la soirée avec vous. Merci d'être là. Donc je vais vous présenter ce concept qui me tient à cœur, réparer les histoires. J'ai prévu comme on a un temps assez court finalement, j'ai prévu de le faire en 3 temps. D'abord, d'où ça vient, réparer les histoires. Voilà, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que réparer les histoires? Hein, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on répare les histoires? Et ces 2 premières parties, je vais les faire assez rapidement. Et puis ensuite, comment réparer les histoires, ça sera la partie la plus importante parce que j'ai à cœur qu'à l'issue de ce webinaire, d'ailleurs vous en sachiez un peu plus sur les pratiques narratives, mais que vous en sachiez aussi un petit peu plus sur comment travailler avec les histoires de problèmes avec vos clients. Donc que vous puissiez déjà dès demain saupoudrer votre pratique, peut-être avec quelques éléments que je vous aurai transmis. Voilà, donc ça c'est mon plus grand souhait.
Donc, on va démarrer sans perdre de temps. Réparer donc les histoires, d'où ça vient. Alors, je vais remonter un peu loin, mais assez rapidement. C'est-à-dire que j'avais une série que j'adorais regarder enfant avec une de mes sœurs, qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. Donc, Ma sorcière bien-aimée, pour les plus anciens, ça doit leur parler. Voilà, c'était une femme, Samantha, qui, rien qu'en bougeant le bout de son nez, faisait disparaître les problèmes, en fait. Et ce qui me plaisait, me fascinait chez Samantha, que je regardais et qui me fascinait, c'est que d'abord, c'était un climat plutôt joyeux, elle était jolie, elle était espiègle, c'était dans un climat joyeux et elle faisait disparaître les problèmes. Elle était la seule sorcière de la famille, je crois, ou en tout cas son mari n'était pas. Donc je rêvais enfant d'avoir ce super pouvoir de faire disparaître les problèmes. Je crois que honnêtement, ça vient de là. Par la suite, évidemment, j'ai même dans ma famille, j'ai 6 frères et sœurs. J'étais quand même, on m'appelait aussi, à part, on m'appelait pas ma sorcière bien-aimée, mais on m'appelait Huggy les bons tuyaux. C'est une autre série. Huggy les bons tuyaux parce que j'étais aussi celle avec mes frères et sœurs chez qui on venait chercher des solutions, voilà, comment tu ferais, etc. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, pareil, j'étais directrice du développement et de la communication, mais j'étais le bureau de l'assistante sociale, quoi. C'était chez moi qu'on venait demander, t'as vu comment il m'a parlé, qu'est-ce que tu ferais à ma place, etc. Donc voilà. Je crois que toute ma vie, enfin, on porte quelque chose en nous et un jour on en fait un métier, en fait. Je crois que j'étais faite pour régler les problèmes. Je sais pas si c'est Samantha qui m'a inspirée, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, justement, j'ai du coup la croyance très ancrée en moi que les héros que nous avons admirés enfants nous ont construits en fait, d'une certaine manière, et que nous avons aussi d'une certaine manière, au cours du temps, développé leurs mêmes super pouvoirs. Voilà, moi je bouge pas le bout de mon nez, mais j'ai quand même choisi une pratique qui dissout les problèmes où la personne n'est pas le problème. Donc j'avais envie déjà de partager avec vous quelque chose, c'est que j'aimerais beaucoup savoir parmi vous, si vous voulez bien avoir la gentillesse de répondre, quel est le héros que vous avez admiré vous-même enfant peut-être? Et si c'est le cas, quel est le super pouvoir que vous lui enviez à l'époque? Et puis ensuite, un petit sondage qui serait, est-ce que, à votre avis, vous avez gardé de lui ou d'elle un peu de son super pouvoir qui pourrait colorer votre pratique aujourd'hui? Alors, ça demande peut-être un peu de réflexion, mais voilà le premier sondage. Oui, on Oui, je va vais le commencer mettre déjà alors. avec les premières questions qui sont là. Donc, mettez dans le chat, les amis synergiens, quel est le héros que vous avez admiré enfant et quel est le super pouvoir que vous lui enviez à l'époque. Voilà. Alors, on a déjà des réponses. Il y J'ai a hâte. Myriam qui nous dit Zorro, Cédric qui nous dit Actarus, Nathalie qui nous dit Charles Ingalls, il aimait les gens et les aidait. On a Laurence qui dit Flipper le dauphin, agilité et un zeste d'impertinence. On a Cécile qui nous dit Wonder Woman, sa force mentale, ça m'étonne pas. Caroline qui dit Fantomette, intrépide. Madeleine nous dit enfant Tom Sawyer, sa liberté. Isabelle MacGyver. On a Cédric qui nous a parlé de Actarus, le super pouvoir de Goldorak de mettre la fessée à, on va pas dire la suite. Jacques qui nous dit Tintin. Georges Robin Hood. Myriam réparer des injustices. Myriam nous avait dit Zorro. Salma l'homme invisible. Denise Fantomette. Philippe Zorro sauvé mais discrètement. Toujours Fantomette donc de Delphine, une justicière puissante et courageuse. Je suis curieux parce que je connais pas Fantomette, donc moi je connais Fantomas, mais pas Fantomette. Alors Dimitri nous dit James West dans Les Mystères de l'Ouest. On a Ségolène qui dit l'homme qui valait 5 milliards, il était super puissant. Clémence qui nous dit Fantomette encore et son énergie. Bon, finalement je vais chercher vraiment Fantomette moi. Alors Mirko Spider-Man, son humour et sens de la justice. Alors, Dactari, le soin, l'équipe, la liberté. Une autre Cécile, Mary Poppins pour sa joie de vivre et sa magie. Et dernier, c'est Dorothée. Et la réponse c'est Mary Poppins, douce et cadrante. Donc, voilà Dina. Ok, je suis très impressionnée par tous ces héros, mais j'ai hâte de savoir comment ces héros
Voilà, qu'est-ce que vous avez gardé de ces héros d'une certaine manière dont vous colorez votre pratique? Ça, c'est le sondage qui suit. Alors, on Je va sais pas. passer la slide justement pour le prochain Ouais. sondage. Et j'en profite pour aller chercher Adolé qui nous dit Sailor Moon, elle œuvrait à sauver l'univers. Voilà. Alors, je lance donc le sondage qui est là sous vos yeux. Voilà. Est-ce que vous pensez avoir gardé de lui ou d'elle un peu de son super pouvoir qui pourrait colorer votre pratique aujourd'hui? Première possibilité, oui. Deuxième, non. Troisième, je ne sais pas. Et quatre, j'ai besoin d'y réfléchir. Et vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu. On arrête le sondage ici et voici les résultats. Donc, avec 64% oui, 24% j'ai besoin d'y réfléchir, 9% je ne sais pas et 4% non. Ok, ben c'est impressionnant. J'aurais adoré avoir le temps de savoir comment Zorro inspire. Qu'est-ce que vous avez gardé de Zorro? Qu'est-ce que vous avez gardé de Charles Ingalls, de Tom Sawyer, de Fantomette? Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un joli départ en fait. En tout cas, moi, ça me donne l'opportunité de découvrir Fantomette juste après ce Moi aussi, webinaire. Elle je avait vais du aller vite. succès apparemment. Oui, ça dépend les générations aussi, hein. Ok, très bien. Bah écoutez, voilà d'où ça vient au départ. Et puis ensuite, ça vient aussi de ma rencontre. Après, j'ai rencontré les pratiques narratives. Et je pense que ce n'est pas un hasard si mes pas m'ont guidé vers les pratiques narratives, qui est une pratique plutôt magique en fait. Je trouve en tout cas, parce que vous allez voir. Donc je vais vous dire deux mots sur les pratiques narratives et surtout juste que vous avez besoin de savoir des pratiques narratives pour pouvoir devenir des guérisseurs d'histoire aussi si vous en avez envie. Parce que les pratiques narratives, c'est un grand sujet, mais j'ai été extraire ce qui m'aide dans les pratiques narratives pour guérir les histoires, pour réparer les histoires. Donc voilà les deux personnes qui ont initié les pratiques narratives. Vous avez à gauche Michael White et à droite David Epstein, un Australien et une autre personne, David Epstein de Nouvelle-Zélande. C'était deux travailleurs sociaux, thérapeutes familiaux. En fait, ils ont créé une méthode. Donc, ils étaient assez militants. Et d'ailleurs, je me trouve moi-même assez militante dans ma manière d'accompagner les personnes en donnant la part belle à la justice sociale, c'est-à-dire qu'ils avaient à cœur vraiment d'amener de la justice dans des contextes plutôt injustes et puis d'accompagner, bien sûr, les pratiques narratives, c'est accompagner à partir des récits. Voilà, donc ces deux amis. Et au départ, voilà, ils ont créé cette pratique plutôt pour eux, pour améliorer leur pratique, mais c'était pas du tout pour l'enseigner en fait. Donc ils en discutaient et puis ils inventaient des choses et puis ça marchait tellement bien qu'un jour on leur a dit, maintenant il va falloir que vous partagiez quoi. Voilà, donc c'était d'abord une approche terrain et ensuite c'est devenu une pratique, voilà, qu'ils ont enseignée. Et comme ils étaient militants, voilà, ils avaient à cœur, en tout cas, voilà, ils ont tout construit autour de quelques thèmes qui étaient de redonner la voix aux minorités silencieuses. C'était assez militant, hein. Enfin, en tout cas au départ. Accompagner les personnes qui souffrent, restaurer les identités abîmées et permettre aux personnes de redevenir auteurs et autrices de leur vie, en fait. Voilà. Donc là, je vais partager avec vous la feuille de route du guérisseur d'histoire. Donc, si on veut réparer des histoires, voilà les quelques postulats de base extraits des pratiques narratives qui pourraient nous aider, en fait. Donc, les postulats de base, c'est que la personne est multi-histoire. D'accord? Donc, quand elle vient nous voir et qu'elle nous parle d'une histoire de problème, bien sûr, on l'écoute, on honore ça, bien sûr, mais on ne la réduit pas. On ne la réduit pas à ce qu'elle nous raconte. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser à toutes ces histoires. On entend l'histoire de problème, mais on ne la réduit pas à ça. Il n'a pas de boulot, ok, mais il est aussi le père de quelqu'un, le frère de quelqu'un, il a des compétences, il est peut-être membre d'une association. Vous voyez, on va s'intéresser à toutes ces histoires parce que des fois, les histoires, quand on a une grosse histoire de problème, elles nous enferment. C'est comme si on n'en avait qu'une à notre disposition. Donc, le fait d'honorer le côté multi-histoire, c'est une manière de réparer les histoires. C'est-à-dire qu'on va faire exister les autres histoires qui ont du mal à exister, les vraies histoires, hein. Et puis, comme ça, elle aura le choix, quand elle n'est pas bien dans une histoire, d'aller se réfugier dans une autre, vous voyez? Voilà. Donc ensuite, un autre postulat de base, c'est que c'est la personne qui a le savoir. Donc ça, c'est pas à des accompagnants, aux synergiens et synergiennes qui m'écoutent que je vais apprendre ça parce que c'est un peu le b.a.-ba de l'accompagnement. Ce que je vois de nouveau dans c'est la personne qui a le problème avec les pratiques narratives, c'est que c'est pas la personne a les solutions, etc., qui est assez classique, c'est vraiment comment on lui redonne le savoir. Mais c'est-à-dire, si elle n'est pas contente, elle va nous dire pourquoi. Si elle n'est pas contente, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait exister pour elle. Donc, on ne fait que questionner ce que la personne sait. Et quand on pose des questions, on n'interprète rien. Vous voyez, s'il me dit qu'il est déterminé, je vais lui demander c'est quoi être déterminé pour toi.
chaque mot a une histoire dans la vie des gens. Donc, on va aller chercher son histoire avec la détermination. Si je ne le fais pas, je garde le savoir puisque je vais prendre ma propre interprétation de ce que c'est qu'être déterminé. Vous voyez, donc ça va très loin dans le rendre le savoir. Rien présupposer, rien interpréter et surtout amener la personne à se juger elle-même. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un que j'accompagne qui veut un travail et ça y est, il vient à un moment, il me dit ça y est, j'ai trouvé, j'aurais envie de lui dire c'est formidable, bravo, etc. Et tout chez moi, tout mon non-verbal dit ça. Mais en pratique narrative, on évite de le faire. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire c'est formidable, on va lui dire est-ce que ça vous convient d'avoir trouvé un CDI dans ce secteur? Alors il nous regarde de dire elle est con quoi. Oui, ça me convient. C'est important que ce soit vous qui le disiez en fait. Vous voyez, on emmène les gens. Si moi je dis c'est formidable, c'est moi qui sais. Je sais que si t'as pas de boulot, c'est pas bien. Donc c'est moi qui ai le savoir encore. Donc c'est quand même ça que les pratiques narratives ont amené de nouveau pour moi dans c'est la personne qui a le savoir. Et puis je voudrais vous dire que les personnes qui vivent des histoires de problèmes, elles ont une description très pauvre d'eux-mêmes. Donc quand on leur donne le savoir, eh bien c'est elles qui vont, voilà, elles redeviennent celles qui savent, etc. Et c'est toujours intéressant. Ensuite, la personne n'est pas le problème, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Donc tout est relationnel. On a une relation avec une histoire de problème. Donc, si c'est pas nous le problème, vous voyez, donc si c'est nous le problème, eh ben il y a rien à faire, hein, c'est une fatalité. Si on a une relation avec une histoire de problème, on peut renégocier sa relation avec son histoire de problème. Donc, on externalise, c'est-à-dire que en pratique narrative, on dit on dissout les problèmes. On fait pas de miracle, le problème est toujours là, mais on la dissout, c'est-à-dire que c'est comme un carré de sucre dans l'eau, vous voyez, avant qu'il fonde, il nous empêche de nager dans le verre, mais une fois qu'il est fondu, il est toujours là, mais il a changé de forme, il nous empêche plus d'avancer, etc. Voilà. Donc on dit dissoudre les problèmes. Ensuite, un des magnifiques postulats de base, c'est que la personne ne nous a pas attendu pour réagir courageusement à ce qu'elle vit, etc. Donc ça, c'est aussi une autre manière de réparer les histoires, c'est d'aller honorer les actes de résistance des gens. Mais les résistances en pratique narrative, les résistances, c'est pas les freins, c'est les résistances à la Jean Moulin, c'est-à-dire comment elle résiste courageusement à ce qu'elle vit en fait. Et puis ensuite, voilà, comme c'est une pratique, les pratiques narratives très redignifiantes, c'est-à-dire que même quand on parle du problème, on n'est pas le problème, donc c'est ok de parler des problèmes sans se sentir honteux en fait, puisque c'est pas nous. Vous voyez. Donc on va donner un nom au problème. Si par exemple il me dit je suis très timide, il va nommer son problème timidité et on va en faire une troisième personne. Depuis quand timidité est dans votre vie? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut pour votre vie? Est-ce qu'il y a des endroits où timidité n'a pas sa place? Vous voyez, on en fait comme une troisième personne et c'est ça externalisé. Et puis, on prend beaucoup soin des questions. En pratique narrative, on nous a David Epstein qui est venu nous former parce que Michael White est décédé en 2008. Mais David Epstein est venu 3 fois nous former en France et il nous a dit apprenez à construire des questions qui rendent les gens dignes. Une question qui rend les gens dignes, donc ça nécessite un peu de réfléchir à cette question. C'est-à-dire une question, vous voyez, quelqu'un qui a pas de boulot, je vais pas lui demander depuis quand t'as pas de boulot, ça rend pas très digne. Parce qu'il va se rappeler que ça fait 3 ans qu'il bosse pas et puis en plus on lui apprend rien. C'est pas une question qui fait revivre des situations difficiles. C'est une question qui va plutôt, je vais lui demander comment vous est venue l'idée de venir me voir, qu'est-ce que vous privilégiez en venant me voir, qu'est-ce que votre situation depuis 3 ans vous a appris, vous voyez, qui honore les intentions, les valeurs. Mais bon, c'est un mouvement qu'on apprend petit à petit parce qu'il faut quand même rester en relation avec les gens. Donc voilà globalement ce qui va vous aider. Je le pose parce qu'après on va voir comment réparer les histoires et c'est en honorant le côté multi-histoire, en externalisant le problème, en honorant les actes de résistance entre autres. Voilà. Donc je voulais poser ça d'entrée. Pour terminer, avant d'aller dans le qu'est-ce que réparer les histoires et comment réparer les histoires, pour terminer, pour vous parler de posture en pratique narrative, la posture du praticien narratif, on dit qu'elle est décentrée influente. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que on met 2 jours à apprendre ça en pratique narrative, mais il y a David Denborough qui a créé notamment l'arbre de vie avec Naziel Enoubé, qui est venu aussi nous former, nous a parlé de la posture narrative. Je vais vous en parler parce que c'est très important pour la suite. Donc, pour parler de la posture narrative, il nous a expliqué comme ça. Vous voyez les gens qui viennent nous consulter, qui ont des problèmes, c'est comme s'ils étaient au milieu d'une rivière, très agitée, pleine de dangers. Et il dit que ce n'est pas à l'endroit où elles sont qu'il est opportun de leur parler de leurs difficultés. Parce qu'à l'endroit où elles sont, toute leur énergie est concentrée vers la survie. Ce qu'elles veulent, c'est pas se noyer, vous voyez. Donc, quelque part, il nous dit, c'est pas à l'endroit du problème qu'il faut aborder le problème. Donc, il dit que ce qui est plus opportun, ça veut pas dire qu'on va pas régler le problème, mais pas tout de suite.
Ce qui est plus opportun, d'après David Attenborough, et c'est là toute la posture des pratiques narratives et qui m'a séduit, c'est de ramener les gens sur le rivage. Donc symboliquement, c'est un endroit sécurisé, un endroit où il part pas de nulle part, il a des compétences, un endroit où il a de l'expérience, un endroit où il a des compétences, un endroit où il a des projets, un endroit où il n'est pas seul au monde, il y a des gens autour de lui, etc. Vous voyez? Et à cet endroit-là, il peut se retourner vers son problème sans se sentir paralysé par lui, en fait. Vous voyez, des fois, résoudre un problème, c'est le mont Kilimandjaro pour les gens. Donc, c'est comme si on leur faisait grimper tout de suite, sans les entraîner, sans... non. Donc, on les emmène à un endroit où on va d'abord leur montrer qu'ils sont équipés pour y aller. Et après, on va regarder le problème. Et là, il y a des idées qui arrivent, etc. Donc, c'est ce qu'il appelle ramener les gens sur le rivage. Voilà. Donc, ça, c'est très important quand on abordera après comment réparer les histoires. Donc maintenant, on va aborder qu'est-ce que réparer les histoires. De quoi on parle quand on dit réparer une histoire? Réparer une histoire, c'est recréer un système de vie. Donc je vous l'ai dit, hein, la personne n'est pas le problème, etc. Mais quand on va commencer à réparer une histoire, c'est pas hop, je la répare, il y en a plus. Non, c'est réparer. Vous voyez, quand on ramène les gens sur le rivage, déjà, bah, la personne, elle est multi-histoire. On a honoré le fait qu'elle avait des compétences, qu'elle avait de l'expérience, qu'elle n'était pas toute seule, etc. Donc, on recrée un système de vie là où il y en avait plus. Vous voyez, les gens qui viennent nous voir qui ont des difficultés, ils sont dissociés. C'est comme si la tête et le corps étaient dissociés. Vous voyez, pour les réassocier, on va recréer un système de vie en eux. Et comme ça, ils retrouvent du mouvement de vie. Voilà. Vous savez, les gens ne nous ont pas attendus. En général, ils viennent pas tous nous consulter quand ils ont des problèmes. En général, les gens mettent en place des choses, voilà, ils sont formatés un peu pour relever leurs défis de leur vie. Mais quand ils sont face à nous, c'est comme s'ils avaient tout oublié. Vous voyez, donc il faut recréer ce système de vie naturel qui fait qu'on sait relever les défis. Vous voyez, moi souvent quand je ramène les gens sur le rivage, après ils ont presque plus besoin de moi pour relever le défi, quoi. Et donc voilà, donc on va recréer un système de vie. Je vais vous montrer comment, en ramenant les gens sur le rivage. On va retrouver le mouvement. Et ensuite, une fois qu'on a réparé les histoires, on va renégocier sa relation avec son histoire de problème. Vous voyez, comme c'est un problème relationnel, on va renégocier, on va en parler. Et puis, voilà, ça permet d'aborder les histoires de problèmes sans être le problème et en restant digne, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Maintenant, on va voir comment réparer concrètement une histoire. Donc, réparer une histoire, on verra dans mon livre Réparer les histoires, j'ai mis 12 manières de réparer les histoires. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous parler des 12. Donc, j'ai choisi 3-4. On verra si j'arrive à vous en parler des 3-4. Je vais essayer. Donc, en tout cas, pour chaque manière de réparer les histoires, peu importe lesquelles, ça commence, si possible, par ramener d'abord la personne sur le rivage. Je vais vous dire comment je la ramène sur le rivage. Et après, on va choisir un chemin pour réparer les histoires, un des 12 chemins pour réparer les histoires que je vais vous présenter. Et puis ensuite, quand on a fini, on renégocie, on termine toujours par un ancrage. Alors, où tu en es de ton histoire? Qu'est-ce que tu veux maintenant pour cette histoire? Et on va l'acter, vous allez voir. Vous allez voir comment. Donc voilà à peu près les 3 parties par lesquelles on passe. Mais tout ça en une conversation seulement, vous voyez. C'est assez miraculeux. C'est pour ça que j'aime cette pratique. Donc, ramener la personne sur le rivage, comment? Parce qu'elle vient, elle a un problème et des fois, elle a envie quand même de parler de son problème, vous voyez. Voilà les quelques manières que j'ai de ramener les gens sur le rivage. Quand je les rencontre pour la première fois et qu'ils me disent tout de suite, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à faire ci, à faire ça, j'ai besoin, voilà, j'ai un problème avec moins de plus un, voilà, peu importe le problème, je l'entends, je reformule que j'ai entendu, voilà, j'entends que vous avez un défi à relever, etc. Est-ce que c'est OK pour vous? J'ai envie de faire connaissance avec vous en dehors de ce que vous m'amenez pendant cette séance. Pourquoi? Parce que je voudrais voir sur quoi on va s'appuyer pour relever le défi que vous avez à relever. Est-ce que c'est OK pour vous? S'ils me disent oui, là, je me permets d'aller faire connaissance avec eux par rapport à leurs compétences, par rapport à ce qui les anime, etc. Vous voyez? Donc ça peut être une des manières. Une autre manière peut être, moi j'adore quand je démarre un accompagnement, je demande par exemple, je dis aux gens comment je travaille, ils m'ont choisi, je dis voilà, moi j'aime bien démarrer mes séances par un petit moment scintillant avant d'aborder ce qu'on travaille. Mais ça dure 5 minutes, hein. Donc un moment scintillant, c'est un moment entre les 2 séances où vous avez vécu quelque chose de professionnel qui vous a plu, que vous avez réussi, vous voyez, un moment qui vous a plu. Et pourquoi je fais ça? Parce que souvent, le savoir est encodé dans des histoires. Quand je vois ce qui vous plaît, ce qui marche, etc.,
ça m'éclaire beaucoup sur ce que vous mobilisez pour que ça marche. Voilà, j'explique toujours pourquoi je fais les choses en fait. Et je voudrais vous donner un exemple très concret. J'ai accompagné un monsieur, voilà, pour vous dire comme c'est important de ramener les gens sur le rivage. J'ai accompagné un monsieur à France Travail. J'avais formé des conseillers France Travail et puis voilà, ils étaient assez séduits par ma pratique, mais un peu sceptiques parce qu'il me dit vous les connaissez pas, hein, ceux qui sont au chômage depuis longtemps, etc. Donc avec l'accord de la personne, voilà, je leur ai montré, voilà, j'ai accompagné un monsieur qui est au chômage depuis 2 ans, qui a 52 ans, et voilà comment il s'est présenté à moi. Vous voyez, donc il m'a dit voilà, je m'appelle Yann, j'ai 52 ans, je suis au chômage depuis 2 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Enfin, il me raconte une histoire un peu lourde quand même. Vous voyez, et là, j'ai pas fait beaucoup d'études, donc depuis que je travaille, je prends un peu les métiers qui se présentent à moi, etc. Voilà, donc j'écoute ce monsieur qui veut retrouver un travail et il me dit du coup, je suis retourné habiter chez ma mère, voilà, parce que je n'ai plus les moyens de me loger, etc. Donc vous voyez, quand on nous raconte des choses comme ça, moi je peux vite me sentir écrasée par son histoire. Et au moment où il me parle, je peux vite me dire, oh là, ça c'est pas gagné pour lui, hein, parce que voilà. Vous voyez, donc je suis pas très aidante. Donc ma manière de le ramener sur le rivage, parce que à l'endroit où il est, c'est pas, je sais pas d'idée pour lui. Je crois qu'il en a plus non plus. Donc je lui ai dit, ok Yann, j'entends que vous avez un grand défi à relever, qui est d'arriver à trouver un métier après 2 ans de chômage à 52 ans. Donc ok. Ce que je vous propose, Yann, si vous voulez bien pour démarrer, hein, est-ce que vous voulez, je voudrais voir comment vous relevez les défis en fait, Yann. Est-ce que vous voulez bien me raconter un défi que vous avez relevé dans votre vie? Alors il me dit, je n'ai pas beaucoup relevé de défis, j'ai pris ce qui se passe, etc. Enfin, il avait du mal à y aller. Donc je lui ai dit, écoutez, vous savez, Yann, ça m'aiderait beaucoup à vous aider. Je peux pas croire que à 52 ans, avec le parcours que vous avez, vous n'aviez pas relevé un défi. Ça m'aiderait beaucoup parce que je verrais qu'est-ce que vous mettez en place pour relever les défis. Et là, il me dit, alors, et même si c'est dans votre vie privée, moi, c'est OK de l'entendre si c'est OK pour vous. Et là, il me dit, écoutez, oui, à 40 ans, j'étais obèse depuis l'enfance. Et à 40 ans, j'ai décidé de mener un combat contre l'obésité que j'ai gagné. Ça a pris quelques années, puis il me raconte tout ce qu'il a mis en place pour gagner son combat contre l'obésité. Moi, j'avais en face de moi un homme qui n'était pas du tout obèse. Et donc, alors là, j'en ai fait une belle séance où tout ce qu'il a mobilisé, comment il s'y est pris, etc. Et à la fin, je lui ai dit, Yann, qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, vous ayez eu ce déclic? Il me dit, mon médecin m'a dit que si je maigrissais pas, j'allais mourir. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que en disant non à mourir, Yann, vous avez dit oui à quoi? Il m'a dit, enfin, il avait l'air étonné de cette question. Il m'a dit, à vivre. OK. D'accord. Donc, pour vivre, vous êtes capable de mener un combat et de le gagner, c'est ça? Il me dit, oui. OK. Est-ce que de trouver un boulot, c'est vivre, Yann, pour vous? Voyez? Donc, arrivé à cet endroit-là, honnêtement, quand il m'a raconté tout ce qu'il a fait pour ne plus être obèse, je croyais qu'il pouvait trouver un boulot. Et lui, il y croyait aussi. C'est ça, ramener les gens sur le rivage. Si on y va tout de suite, on se laisse engluer avec lui je le rejoins au milieu de la rivière et on se noie tous les deux. Là, j'ai essayé de le ramener sur le rivage et à cet endroit-là, l'accompagnement peut commencer. Parce que c'est plus la même personne, c'est celui qui a gagné le combat contre l'obésité qui doit trouver un boulot. Voilà, je me permets de vous raconter ça parce que c'est très puissant en fait. Donc justement, j'ai une petite question pour vous, arrivé à ce stade-là, parce que je pense que vous le faites aussi de ramener les gens sur le rivage. Vous appelez pas ça comme ça. Donc moi, j'aimerais bien savoir quelle est votre manière de ramener les gens sur le rivage d'une certaine manière, ou alors quelles sont les idées que vous avez qui pourraient ramener les gens sur le rivage. J'aimerais beaucoup avoir un petit peu le bruit à ces réponses en fait, et si ça vous parle. Alors, il y a François qui nous dit, je fais du feedback sur ce que j'entends des ressources de la personne. J'utilise aussi des techniques d'appréciative inquiry. Laurence nous dit, les mettre en lien avec ceux qui les composent intérieurement, valeurs, qualités, compétences. Donc, Céline nous dit reconnexion à un moment ressources aux valeurs de la personne qu'elle veut devenir. Francine nous dit valoriser ce que la personne réussit. Florence nous dit je vais chercher des expériences vivantes. Christine, même exploration de fines traces dans le passé, passer par les émotions, la joie, la fierté. Natacha nous dit reformuler des éléments positifs, appréciative inquiry, la baguette magique. Samira nous dit poser des questions sur ce que la personne a
réussi de faire et leur donner un feedback positif sur cela. Najiba qui nous dit visualisation. On a Lionel qui nous dit l'enfant intérieur reconnecté et on va prendre une Oui, encore une. dernière. Voilà, c'est Denise qui nous dit connecter les personnes à leur motivation profonde. Ok, merci beaucoup de vos partages. Voilà, je trouve que c'est très riche et c'est très inspirant aussi. J'ai noté quelques petites idées aussi que voilà, ça m'inspire aussi. Donc maintenant, on va voir concrètement comment réparer les histoires. Alors, comment réparer les histoires? Il y a plusieurs chemins possibles. Vous voyez, la personne, elle choisit sa destination, bien sûr, c'est elle qui vient nous voir, mais nous, on a le choix du chemin. Moi, j'oublie jamais qu'on a le choix du chemin pour y aller, en fait. Donc, en tout cas, pour réparer les histoires, alors comme je vous l'ai dit dans mon livre Réparer les histoires, j'en ai mis 12, là je vous en ai mis 7, je crois, et on va essayer d'en faire, j'ai mis un peu en gras celle que je vais essayer de partager rapidement avec vous. Donc, c'est l'externalisation du problème, donner un autre sens à l'histoire, faire émerger la contre-histoire et l'œil d'amour, voilà ce que j'appelle comme ça. Donc, externaliser les histoires, voilà un chemin. C'est-à-dire, une fois que alors, je voulais vous dire que ramener sur le rivage, des fois, les gens, ils veulent pas revenir sur le rivage, ils veulent parler de leurs problèmes. Donc, il n'y a aucun problème. Je vais les rejoindre au milieu de la rivière. Ils ont besoin d'en parler. Je ne vais pas leur dire non et les ramener de force sur le rivage, vous voyez. Donc, bien sûr, je respecte son rythme. Mais en général, ils y viennent et voilà, et ça les ressource. Donc, réparer, donc voilà, une première manière, c'est l'externalisation du problème. Donc, l'externalisation du problème. Alors, une fois qu'on a ramené sur le rivage ou pas, ben maintenant, on va choisir un chemin. Donc, externaliser le problème, c'est déjà, c'est toujours un petit peu la même grille. On commence par identifier l'histoire blessée, c'est-à-dire il faut à chaque fois que la personne vient en nous disant, par exemple, j'ai un client qui est très timide mais excessivement timide et qui a une soixantaine d'années et qui veut devenir accompagnant et du coup, comme il a un grand problème relationnel, il se dit qu'il jamais il pourra faire ce métier, vous voyez. Donc déjà, il me raconte un peu ça. Et donc, je lui demande au bout d'un moment, il me le raconte, et au bout d'un moment, je lui dis, quel nom vous donneriez? Alors, il m'a dit au début excessivement timide. Donc, quel nom vous donneriez à cette histoire de problème? Alors, il dit, je sais pas, moi, timidité, une récurrence. OK. À partir du moment où il a nommé le problème n'est plus Benoît. Hein, là, la personne, voilà, on va l'appeler Benoît. Donc, le problème est le problème. Il y a Benoît, il y a le problème. D'accord? Donc, déjà qu'il arrive à nommer le problème, et si le problème s'appelle pas par le nom de notre client, on a déjà externalisé. Et à partir du moment où il a donné un nom, eh bien, ça passe par 3-4 étapes, c'est-à-dire, une description riche. Et à chaque fois, il faut qu'il entende son prénom et le nom du problème. Alors, Benoît, quand timidité, une récurrence est là, est-ce que vous pouvez me dire quand elle est là? Où elle est là? Comment elle fait? Combien, est-ce qu'elle est là dans tous les champs de votre vie? Vous voyez, on va avoir une description riche. Hein, est-ce qu'elle est là tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où elle n'est pas là? Comment elle s'y prend pour rester en vie, cette histoire, etc. Quelles sont ses ruses? Vous voyez, on va jouer un peu avec cette histoire de problème pour avoir une description riche. Et l'intention de cette description riche, c'est de comprendre le fonctionnement de l'histoire. Plus il comprend et plus il peut agir. Vous voyez, si par exemple il dit, elle arrive surtout quand je suis fatigué, timidité, une récurrence, c'est plutôt là quand je suis très fatigué. Eh ben peut-être que il sait que dans des moments, qu'il évite les moments de fatigue. Vous voyez. Donc c'est comment on apprend. Donc la première partie, c'est la description riche. Ensuite, la deuxième partie, c'est les effets. Alors, Benoît, on a vu que donc timidité, une récurrence était dans votre vie depuis tant de temps, etc. Maintenant, on va aller voir les effets que ça a dans votre vie, timidité, parce que c'est vraiment ça le problème. C'est les effets que ça a dans sa vie. Donc, on va aller poser des questions. Alors, quand timidité, une récurrence est là, quel effet ça a sur l'image que vous avez de vous? Benoît, c'est une vraie histoire. Hein. Benoît m'a dit, j'ai l'image de moi d'un pleutre, d'un froussard. OK. Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire quand elle est là, etc. Comment ça vient impacter vos relations et les espoirs que vous avez pour votre projet? Vous voyez, je vais lister tous les effets et quand il a fini, je vais lui récapituler les effets. Voilà. Alors, vous m'avez dit que vous aviez l'image de vous que quand cette histoire était présente, ça vous donnait, il vous faisait croire que vous étiez une personne pleutre. Voilà ce que ça vous empêche de faire, etc. Vous voyez, je lui redis, voilà, comme ça il se sent entendu et reconnu dans les effets. L'intention, c'est de se sentir entendu. Les gens ont besoin de se sentir entendus dans les effets du problème dans leur vie. Donc là, il se sent entendu. Et puis après, je vais demander, écoutez, maintenant, on va revoir vos effets. Vous allez me dire si vous êtes OK ou pas sur ces effets. Est-ce que c'est OK pour vous d'être pleutre, d'avoir l'image d'un pleutre? Il me dit, il me dit, non. OK.
Pourquoi c'est pas OK? Alors, on fait, c'est la dernière partie ici. Pourquoi? Est-ce que ça vous convient et pourquoi? C'est l'évaluation et la justification. Bah, parce que je suis quelqu'un de plutôt aventurier. OK. Est-ce que, vous voyez, pour chaque effet, on va aller voir si ça lui convient ou pas, mais sans avoir la réponse. C'est-à-dire que je lui demande pas, on est bien d'accord, ça vous convient pas. Non. C'est la partie de la conversation où justement, c'est pas moi qui juge. C'est lui qui va juger les effets. Parce que des fois, c'est étonnant. Il y a certains effets de problème qui conviennent aux gens. Et c'est OK. S'il me dit ça me convient, pourquoi ça vous convient? Et on arrive quand même sur quelque chose d'important pour lui. Vous voyez? Donc, c'est l'endroit où l'accompagnant n'est pas vecteur de continuité d'une norme. Vous voyez? Donc, c'est lui qui décide. C'est lui qui redevient auteur de sa vie. En disant ça oui, ça non et pourquoi. Et une fois qu'il a dit pourquoi, eh bien, on va avoir une liste de choses très importantes pour lui, qui est précieux et qui ne vit pas parce que à cause du problème en fait. Donc après ça, ben, je peux lui demander alors Benoît, vous pouvez me raconter, me présenter un peu le Benoît plutôt aventurier. Et là, il m'a raconté mais une histoire totalement différente. Alors qu'au début, il me disait qu'il avait du mal à demander un ticket de bus dans le métro ou dans le train ou dans le bus. Et là, il me raconte un Benoît qui part à 18 ans de sa Belgique natale, sans un sou en poche, pour totalement se réinventer en France, etc. Vous voyez comment on arrive à réparer une histoire. Voilà, une des manières de réparer une histoire, c'est en l'externalisant, en faisant du problème une tierce personne, en enquêtant. Donc voilà une manière. Je vais vous en dire une autre. Alors, comment réparer les histoires? Donc, en donnant un autre sens à l'histoire, en honorant les actes de résistance. Alors, comment on fait? C'est toujours pareil. Au début, on identifie l'histoire de problème, on la raconte. Alors, c'est quoi ce problème? J'ai une femme qui est venue me voir, elle devait reprendre le boulot après 6 mois d'arrêt maladie pour burn-out. Donc, elle me raconte en pleurant que elle a travaillé 2 ans avec un pervers narcissique qui a détruit sa vie. OK, donc elle a appelé, quand je lui ai demandé de nommer cette histoire, elle m'a dit victime d'un pervers narcissique. OK. Donc là, elle est au milieu de la rivière, vous voyez, et voilà. Donc je lui dis, OK, Karine, j'entends que vous avez vécu quelque chose de très difficile, enfin une relation très difficile avec cet homme et qu'il a détruit votre vie. Comme vous êtes là en face de moi à vous reconstruire, voilà, les actes de résistance, je lui ai demandé, mais comment vous avez fait pour vous protéger de cet homme? Qu'est-ce que cet homme n'a pas atteint chez vous? Qu'est-ce que vous avez su mettre en place, aussi subtil soit-il, face à cet homme? Sur qui vous avez pu compter pendant cette période difficile de votre vie? Qu'est-ce que le fait d'avoir vécu le burn-out pendant 6 mois a fait de vous une femme différente? Peut-être on ne l'y reprendra plus. Vous voyez? Donc, à fur et à mesure qu'elle répondait à ça, on s'apercevait qu'elle avait mis beaucoup de choses en place. Elle avait réussi à obtenir de plus être dans la même pièce que lui, en fait, en allant voir régulièrement la DRH, etc. Elle m'a dit, il n'a pas atteint mon intégrité. Voilà comment je me suis protégée. Voilà qui m'a aidée, etc. Et à la fin de la conversation, je lui ai dit, vous en êtes où, Karine? Elle me dit, je m'aperçois que je suis devenue une experte en pervers narcissique. Alors, je lui ai dit, est-ce que ça vous convient, Karine, d'être une experte en pervers narcissique? Elle me dit, mieux que victime. Et qu'est-ce que ça va changer, Karine, pour vous, quand vous allez reprendre le travail d'être devenue une experte? Elle me dit, bah, maintenant, les manipulateurs, je les sens à 15 000, donc je les éviterai. Vous voyez, la femme qui est arrivée blessée, elle n'est pas prête à reprendre le boulot. Elle était prête à reprendre le boulot. Vous voyez, c'était celle qui, voilà. Et rien qu'en une conversation de ce genre, on passe de victime à héros de son projet, en fait. Quand elle m'a raconté tout ce qu'elle a fait, c'était une vraie héroïne, hein. Elle a fait, mais c'est incroyable tout ce qu'elle a fait. Et en pratique narrative, ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Si je lui fais pas raconter ça, elle va le raconter à personne. Et quand on le raconte pas, quand on le met pas en mots, c'est comme si ça n'existait pas. Voyez, c'est pas toute seule devant sa glace. Elle va dire alors comment je me suis protégée de cet homme? Non, elle est capable que de ruminer son histoire de problème et cette histoire blessée. Et nous, on va lui offrir ça, d'aller honorer la résistante qu'elle est en fait. Ok. Ensuite, il y a une autre méthode. Alors tout ça, c'est des chemins. C'est bien de nommer le chemin parce que vous voyez, quand je dis honorer les actes de résistance que je viens de faire, ça va donner l'intention pour les questions. Mes questions pour la fois d'avant, c'est comment elle a réagi. Donc, je vais poser des questions sur comment elle a réagi. D'accord? Maintenant, c'est faire émerger la contre-histoire. La contre-histoire, en pratique narrative, c'est très puissant. C'est faire mentir le problème. Vous voyez? C'est-à-dire, elle me dit, par exemple, qu'elle sait pas prendre de décision. Eh bien, je vais lui dire, est-ce que de venir me voir, c'était une décision? Vous voyez? Je vais lui montrer toutes les décisions qu'elle a prises. Hein, vous avez changé plusieurs fois de travail, vous m'avez dit. Comment vous avez pris la décision de changer à chaque fois? Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Vous voyez, on va faire émerger la contre-histoire.
Donc, mais par contre, on démarre pareil. On va d'abord aller explorer quel est le problème. Moi, j'ai une jeune femme qui avait pas de problème, mais qui était venue pour créer sa marque de vêtements, etc. Ça allait très très bien pour elle, sauf que au bout de la troisième séance, elle avait démissionné et tout. Elle avait commencé à lancer sa marque. À un moment, elle revient et elle me dit non, là, je crois qu'on va arrêter parce que je crois que j'ai rêvé trop grand. Je ne crois plus à mon projet. Enfin bref, elle avait complètement perdu confiance, donc j'ai entendu ça. Et puis je lui ai dit alors qu'est-ce qu'on fait, Maria? Elle me dit bah écoutez, je sais pas, j'ai besoin de regagner en confiance, j'ai besoin de voilà. Et elle se racontait une histoire qu'elle ne contrôlait jamais sa vie. C'était quelque chose qui était récurrent chez elle. Et quand je lui ai demandé de nommer l'histoire de problème, elle me dit je ne contrôle rien, je n'arrive pas à contrôler ma vie, je me laisse toujours embarquer, etc. OK? Donc là, pour faire mentir cette histoire de problème, bon, j'ai fait un arbre de vie, mais on s'en fout la manière dont je l'ai fait, mais c'est les questions que j'ai posées. Une seule question. Je lui ai dit, dans les racines de l'arbre, Maria, donc on va essayer de regagner en confiance, hein, parce que c'est ce que vous voulez. J'aimerais savoir, quand vous vous retournez sur votre vie, aussi loin que vous vous souveniez, quelles sont toutes les décisions que vous avez prises ou su prendre qui allaient dans le sens de prendre soin de vous et de vos projets. Voilà. Je suis partie là-dessus. Elle a mis trois, quatre mots. Et le premier mot qu'elle a mis, elle a dit à 17 ans, j'ai quitté des parents toxiques. Parce que je savais que si je restais avec eux, je ferais jamais rien de ma vie. Parce qu'ils la dévalorisaient, etc. Vous voyez, cette femme qui dit ne rien contrôler, elle commence par me dire qu'à 17 ans, elle quitte ses parents et elle va vivre chez une tante qui était bien plus sympa que ses parents. Et d'ailleurs, c'est elle qui lui a appris la couture, etc. Et puis elle a mis d'autres mots. Elle a mis, par exemple, je voulais être styliste. Mes parents m'ont dit que jamais pourrais y arriver. Je suis styliste. Elle a été 6 ans styliste, etc. Vous voyez? Donc c'est comment je fais mentir le problème avec mes questions. Et à la fin de la conversation, toujours pareil, je demande à Maria, mais une belle conversation d'1 heure et demie, vous voyez? Alors Maria, vous en êtes où? Elle me dit, ben, je m'aperçois que j'ai toujours eu foi en la vie. Elle est partie de je contrôle plus rien à foi en la vie. Et je lui dis, donc maintenant, qu'est-ce que vous décidez? Ben voilà, elle avait décidé de continuer son projet. Voilà. Donc c'est juste une manière de vous raconter un autre chemin, bien sûr. Alors, hop, je vous dis le dernier. Je crois que je cabale un peu, mais c'est pas grave. Je l'aurais fait au moins les quatre. Donc l'œil d'amour comme antidote à l'œil arrogant, c'est une histoire quand le problème c'est pas nous, c'est quelqu'un qui nous renvoie qu'on n'est pas bon. Vous voyez, moi j'ai accompagné par exemple un manager qui m'a, voilà, on me l'a fait accompagner dans l'entreprise en disant qu'il fallait qu'il travaille son leadership, etc. Et en fait, quand je me suis retrouvée face à lui, alors il venait d'arriver, ça fait 6 mois qu'il est là, il rêvait d'être dans cette boîte, il avait déjà travaillé ailleurs, etc. Mais là, il rêvait de bosser, il y était enfin, mais on lui voyait qu'il n'était pas bon manager. Voilà, parce qu'on l'avait embauché pour restructurer un peu, pour prendre des décisions, etc., qu'il avait du mal à prendre. Et quand je l'ai en face de moi, il me dit, écoutez, je sais pas si je vais rester dans cette boîte, je me trouve finalement, je sais pas si je suis fait pour être manager, etc. Donc j'ai dit OK. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant cette séance? Moi, alors il savait pas parce qu'il était un peu dépité. Je lui ai dit OK. Est-ce que vous voulez bien qu'on aille que j'aimerais bien faire connaissance avec votre style managérial. Vous voulez bien? Parce que pour moi, il y a autant de styles de manager que de personnes. Donc voilà. Et en fait, là où j'ai réussi à l'aider beaucoup, alors j'ai été voir pourquoi il voulait être manager, quelles sont ses valeurs, etc. Mais là où je l'ai vraiment, entre guillemets, guéri de cette histoire de mauvais manager, c'est quand je lui ai demandé, est-ce que vous voulez bien vous rappeler dans vos précédentes expériences professionnelles, une personne que vous avez managée, à qui vous avez réussi à ouvrir une porte qu'il n'aurait peut-être pas ouverte sans vous, en fait. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez ce que vous avez apporté à certaines personnes que vous avez managées. Et là, il avait des tonnes d'histoires à me raconter, vraiment extraordinaires, de personnes à qui qu'il avait fait grandir, qu'il avait fait changer de poste, qu'il avait aidé, etc. Et donc, en fait, cette histoire s'est réparée quand je l'ai invité à se regarder à travers les yeux de ces personnes, en fait, qu'il avait managées. Et alors, je lui demandais, mais alors ces personnes, qu'est-ce qu'elles diraient des qualités managériales que vous avez? Vous voyez, des questions un peu comme ça, qui vient un peu contredire cette image de mauvais manager qu'il avait. Voilà. En fait, il n'était pas mauvais manager parce à la fin, je lui ai dit alors, avec tout ce qu'on vous a renvoyé, tout ce que ces personnes vous renvoient, que vous avez managé, à qui que vous avez aidé, quel type de manager vous êtes au final? Hein, si vous deviez qualifier votre style managérial. Et il m'a dit, ben, un manager
qui aime le collectif et qui aime honorer les différences et le travail collectif, un truc comme ça, vous voyez. En fait, ce qu'il aimait pas, c'est donc à la fin, je lui ai dit alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez rester, partir parce qu'il voulait partir en fait. Il me dit bah écoutez, à l'endroit où je suis là, je me sens plutôt de défendre mon style et si ça passe pas, ben je m'en vais. Vous voyez, donc il a décidé que ben voilà parce il avait un style et il voulait le faire comme il voulait en honorant les gens, les différences, etc. Et donc il est allé défendre son style à son N+1 qui a accepté et il est resté. Alors voilà, donc c'est pour vous dire que ben, comment on peut réparer une histoire à travers le regard d'autres personnes, des regards d'amour qu'on a pu poser sur nous. J'appelle ça d'amour, c'est un bien grand mot, hein. mais euh, mais voilà. Donc je voudrais juste terminer voilà, un petit sondage, si tu veux bien, Yotis. Et c'est parti pour le dernier sondage de la soirée. Alors, lequel ou lesquels de ces chemins vous vous sentirez d'emprunter dès demain dans vos accompagnements? Carrément. Et voilà, et vous pouvez en choisir plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, c'est un sondage, la réponse multiple. Donc, à externalisation du problème, honorer les actes de résistance, faire émerger la contre-histoire, l'œil d'amour, j'ai besoin d'y réfléchir. Alors, on est près de 80% de résultats et voici donc vos réponses. Avec 64% externalisation du problème, 61% honorer les actes de résistance, 55% faire émerger la contre-histoire, 53% l'œil d'amour, j'ai besoin d'y réfléchir, 6%. Dis donc, vous êtes audacieux, hein, parce que j'y ai pas passé beaucoup de temps et en fait, déjà vous vous sentez inspiré pour le mettre en place. Ok. Alors bon, je voudrais terminer par la troisième partie. Une fois qu'on a choisi un chemin et une fois qu'on a réparé l'histoire entre guillemets, bien sûr, hein, vous avez compris on va renégocier sa relation avec l'histoire de problème afin de diminuer son influence et d'ancrer le changement en fait. Donc comment on fait? Alors moi, je demande à mes clients, écoutez, on a eu une belle conversation, on a vu contre quoi vous vous battez, on a vu les effets, enfin, etc. Voilà, on en a bien parlé. Maintenant, entre les deux séances, avant la prochaine fois, j'aimerais, si ça a du sens pour vous, que vous écriviez une lettre au problème. Hein. C'est vraiment une lettre que vous écrivez à timidité, une récurrence, par exemple. Hein, et vous l'informez. Alors, je leur donne un petit guide comme ça. Informez-le que vous avez appris son vrai nom et que vous avez découvert certains de ses modes opératoires. Mentionnez quelques-uns de ses effets dans votre vie et informez-le que les choses vont commencer à changer. Il va avoir chaud aux fesses. Ce que les changements vont rendre à nouveau possible pour vous. Et l'intention de cette lettre, c'est de reconnaître son existence et de l'informer du changement. Vous avez compris, c'est un ancrage. Alors, je voudrais terminer en partageant une des lettres d'une de mes clientes qui m'a autorisée à vous la montrer et qui luttait contre une histoire de crise d'angoisse. Elle était en prépa kiné et ça, elle rêvait de faire ses études et comme elle a du mal à aligner deux mots, elle est prise d'angoisse terrible. Voilà, je vous partage sa lettre. Alors, quand elle est revenue, je lui ai dit, est-ce que tu as écrit la lettre? Elle m'a dit, oui, j'ai écrit une lettre de licenciement à crise d'angoisse, mais une lettre de licenciement sans indemnité. Donc, voilà la lettre. Peu chère crise d'angoisse. Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que nous nous côtoyons et je t'écris cette lettre pour te demander de me laisser continuer ma route sans toi. Même si cela était difficile à avouer, j'ai bien pris conscience que tu n'étais pas là pour rien et que tu me protégeais et me permettais de ne pas penser à des choses plus inquiétantes que toi. Te côtoyer m'a donc apporté quelques avantages, mais cela me semble si peu à côté de ce que tu m'as fait endurer. Le renfermement sur moi-même, la perte de confiance en moi, les heures de sommeil perdues à t'appréhender, l'énergie dépensée à essayer de te contrôler lorsque tu m'envahissais malgré moi, et ce sentiment de honte que je m'imposais après t'avoir laissé me paralyser devant les autres, alors que finalement c'est toi qui devrais avoir honte de m'imposer cela. Il serait mieux pour moi que tu partes, pour que je puisse m'épanouir et profiter de mes études que j'ai la chance d'avoir pu choisir, pour que je puisse enfin prendre la parole librement en cours sans que cela me demande un effort surhumain, sans croire que j'en suis incapable et sans avoir l'impression que la pire des choses va m'arriver. Merci d'accepter ma décision. C'est sans verser une larme que je te dis adieu. Voilà la magnifique lettre de Jeanne qui, quand elle est arrivée, elle voulait que je la lise. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me la lire? Et elle me l'a lue et après je lui ai relu. Et ça a été un joli moment. C'est comme si elle proclamait quelque chose face à son histoire de problème. Voilà, je vais terminer avec cette jolie lettre. Je voulais vous partager les 3 magnifiques livres que j'ai édités chez Interédition
Voilà. Tout à fait. Et attends, Accompagné avec... justement, la question, Ah, il y a une pardon. question justement en Oui, lien avec les livres. Est-ce que votre livre contient tous les exemples que vous donnez? Ils sont très oui, utiles à comprendre, justement. Donc, ils sont là également. Alors, c'est exactement. lequel dans lequel on peut retrouver ces Alors, c'est exemples? réparer les histoires, hein, bien sûr. Alors, Ok, c'est donc le réparer les bleu. histoires. Je vous montre 12 chemins. Et pour les 12 chemins, vraiment le protocole complet avec à chaque fois illustré par un cas concret. Voilà. Et donc, édité chez Interédition Duno. Interédition. Voilà. Magnifique éditeur. Un grand merci Dina pour cette belle présentation pratico-pratique et surtout magique. Alors j'aimerais également Merci. remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événements chez ICF Synergie. Alors bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Dina, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Effectivement, il y a quelques questions. Alors, la question de Nathalie, c'est comment faites-vous pour amener les gens au rivage? Alors j'ai répondu un petit peu en demandant des moments scintillants, avec le cas de Yann où je lui ai demandé un défi qu'il avait relevé. Ah, je suis en train de voir les questions, donc comment Ça défile, hein, je vous Ouais, explique, il y a ça tellement de monde défile. Ça défile justement, mais les il y a attraper. aussi énormément de commentaires positifs concernant le webinaire, Dina. Il y a Caroline qui dit impressionnant comme technique. Christine, quel superbe webinaire. Salma, très intéressant, bravo. Christy, j'adore ce webinaire, cette approche me parle énormément. Merci Dina. Nathalie, merci beaucoup pour ton enthousiasme à partager ta pratique et le sourire qui accompagne tes coachés. Morgane, tellement inspirant. Dina, Olivier, superbe cette lecture de lettres Et et ça défile, hein. ça Continue, continue. ça Donc continue. là, je vois même Natacha qui dit waouh, Morgane qui dit j'adore, Philippe qui dit elle est superbe cette lettre, Olivier qui nous dit ce webinaire est très intéressant, merci pour l'organisation de cette soirée. Auria nous dit merci Dina, webinaire très riche et ça s'enchaîne. Un grand merci Nifissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile pour réenchanter votre pratique et peut-être réparer, relier et révéler des histoires qui méritent d'être racontées autrement. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, des petits cœurs, etc. Ça a tendance à booster nos niveaux d'ocytocine et de dopamine. Donc, quelques commentaires et n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie. Je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, robustesse, émergence, liberté. Tous ces mots définissent nos actions, ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Dina, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. Je voulais vous remercier de m'avoir permis d'honorer une valeur précieuse pour moi qui est le partage. Je n'aime pas garder ce que je sais pour moi. Voilà, donc j'ai à cœur de partager ce que je sais et surtout qui marche, parce que il y a des choses qui marchent un peu moins, je le partage pas. Mais en tout cas, ce qui marche, j'aime bien le partager et merci à vous tous d'avoir été là. Un grand merci Dina, un grand merci Nefissa, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir.